Depuis plusieurs années, un nouveau type d'accident apparaît dans le monde spéléologique, les décès par épuisement, par hypothermie. On observe parallèlement, avec la technique Jumar, l'apparition de décès sur corde. 15 cas ont pu être recensés. La cause du décès était attribuée au même phénomène d'épuisement-hypothermie. Dès 1983, l'étude de ces décès permet à la commission médicale d'évoquer la possibilité d'un facteur surajouté à la cause de décès, la suspension dans le harnais. En 1984 ont lieu les premières expérimentations en salle. Les 2 premiers volontaires présentent un malaise grave, dont l'un au bout de 6 minutes seulement de suspension. Ces essais, jugés trop dangereux dans le contexte expérimental choisi, sont immédiatement arrêtés. L'hypothèse est quand même bien confirmée. Dans les circonstances particulières d'inertie totale, c'est-à-dire sans aucun mouvement musculaire d'adaptation, un spéléologue en bonne santé peut décéder rapidement du fait de sa suspension. Cette particularité d'inertie totale est à l'évidence retrouvée dans tous les cas de perte de connaissance comme après un traumatisme crânien. Elle est fortement soupçonnée dans le cas de décès sans cause apparente, vraisemblablement lié alors à l'épuisement. Dans tous les autres cas de progression sur corde, aucun trouble grave n'a d'ailleurs jamais pu être décrit. La gravité de ce phénomène et l'espoir de trouver une prévention efficace nous a conduit à refaire des expérimentations en milieu hospitalier. Organisée dans les locaux de physiologie du CHU de Besançon, cette nouvelle série d'expériences nous a permis de mettre en place de nombreux moyens de surveillance. Retenons les principaux paramètres contrôlés: pouls, tension artérielle, électrocardiogramme, électroencéphalogramme, contrôle sanguin multiple. Des moyens de réanimation étaient prévus, mais par sécurité, le décrochage rapide, 5 secondes, était envisagé dans le protocole avant la survenue d'un malaise grave. Dans l'espoir de trouver une solution préventive, les 3 expériences sont d'emblée dissociées. Le premier sujet est en situation réelle, avec en particulier la tête en hyperextension et les jambes pendantes plus basses que le cœur. Pour le deuxième sujet, le port d'une minerve permet d'éliminer le facteur hyperextension de la tête. Les jambes restent pendantes. Enfin, le troisième sujet garde ses pieds dans ses pédales Jumar en position haute. Les jambes sont horizontales, la tête en hyperextension. Dans les 3 cas, les sujets présentent, après un temps variant de 12 à 30 minutes, un ensemble de signes très inquiétants, allant jusqu'à la perte de connaissance pour l'un d'entre eux, malgré la surveillance. Les phénomènes observés correspondent aux observations faites en 1984 qui, par manque d'expérience, avaient conduit jusqu'au malaise grave avec perte de connaissance des 2 volontaires. Le contrôle de tous les pouls permet d'éliminer un phénomène de garrot artériel. La compression nerveuse est objectivée par les sensations anormales décrites par les volontaires. Elle reste cependant peu importante. La gêne au retour veineux par garrot, faible au niveau des pieds, est très nette au niveau des mains et du cou, où la dilatation veineuse est très marquée. Le mécanisme physiologique du malaise est complexe, mais peut s'exprimer ainsi: perturbation de l'équilibre du système cardiovasculaire, conduisant à une défaillance du système circulatoire avec ischémie cérébrale conduisant rapidement à la mort. Des modifications identiques sont observées dans toutes les expérimentations au niveau du rythme cardiaque et de la tension artérielle. Ces modifications illustrent bien les efforts d'adaptation du système circulatoire à une situation de stress.
La mise en graphique de ces données d'expérience permet de mieux comprendre le déroulement du phénomène. Dans cet exemple, le malaise survient au bout de 10 minutes. Au départ, le pouls est normal à 80. Il va s'accélérer progressivement jusqu'à la survenue du malaise. Parallèlement, la tension artérielle normale au début à 12,8 va s'élever très anormalement pour atteindre 18 de maxima et surtout 12 de minima. Le malaise avec sensation de bouffée de chaleur, pâleur, sueurs abondantes et essoufflement survient donc au cours d'une accélération plus marquée du pouls et d'une accentuation de l'hypertension. Sans décrochage, ce malaise s'aggrave rapidement. Le décrochage, avant la perte de connaissance, aboutit à un ralentissement marqué du cœur par retour brutal du sang piégé dans les jambes. Les signes cliniques du malaise persistent quelques minutes. L'hyperextension de la tête, très douloureuse, favorise la survenue du malaise. Dans ce premier cas, la correction manuelle de l'hyperextension améliore rapidement les troubles. Pourtant, dans les 5 minutes suivantes, le pouls s'accélère à nouveau et la tension artérielle monte jusqu'à un deuxième malaise justifiant le décrochage. La deuxième expérience confirme, grâce à la Minerve, que l'origine du malaise n'est pas seulement cervicale. Ici, le décrochage survient au bout de 20 minutes. Le troisième cas ne permet malheureusement pas d'éviter le malaise, malgré la position des jambes surélevées. Il met par contre en évidence l'effet bénéfique des mouvements actifs des jambes. Cependant, l'amélioration n'est que très transitoire, les phénomènes s'aggravant de plus en plus rapidement. Il est très probable que ce cas corresponde aux situations d'épuisement sur corde. Complexe au niveau médical, ce phénomène débouche sur des conclusions simples. Quel que soit le type du harnais, la suspension inerte n'est pas physiologique et aboutit à une défaillance circulatoire aiguë. Il semble illusoire de rechercher un système d'accrochage qui puisse être préventif. Ces expériences conduisent à formuler les recommandations suivantes. Tout spéléologue en difficulté sur une corde, par épuisement ou difficulté technique, doit être aidé rapidement. Tout spéléologue suspendu sans mouvement doit être décroché de toute urgence par ses coéquipiers. Une équipe de spéléologues ne devrait jamais laisser un coéquipier entamer seul une remontée, même si ce dernier est en excellente forme physique. Tout spéléologue en état de fatigue avancée doit refuser d'entamer une remontée longue ou difficile, en particulier dans un puits arrosé, avant d'avoir récupéré des forces. Il doit avoir sur lui et utiliser au bon moment sa couverture de survie et sa ration alimentaire de secours. L'ensemble de ces recommandations doit permettre d'éviter la situation dangereuse de suspension inerte. Cette situation, comme nous venons de le démontrer, est source de décès immérités qui doivent totalement disparaître dans l'avenir.